Ok, bonjour à tous. Donc, on continue sur cette série de la régression logistique. Donc, on avait vu la fois passée donc la série numéro 4 sur les régressions donc d'une variable y qui était une variable Bernoulli sur des variables factorielles. Donc, les x pouvaient être des variables factorielles. Et là, on va revenir sur le, le cas où les variables sont continues. Donc, on va retrouver pas mal de choses qu'on avait vues dans le cas de la régression standard, avec des petites particularités dans le cas de la régression logistique. Donc, je vais basculer sur mes slides et puis je vais continuer les commenter comme on fait depuis le début. Donc, série numéro 5, donc vous aurez toujours normalement le lien vers les PDF pour pouvoir travailler dessus. En particulier, je crois qu'il y a certains où je mets des animations, donc malheureusement, j'ai l'impression que ça ne passe pas sur l'iPad, donc je vous mettrai quand même les PDF avec les animations, puis je vous dirai quand il y en a. Ok, donc on est parti. Donc, je suis toujours sur ma base de données du Titanic. Donc, l'idée ici, c'est toujours de modéliser la même variable. Donc, ma variable, c'est la survie. Okay, donc, j'essaie de comprendre qui a pu survivre au naufrage du bateau. Et parmi les variables continues, on en a une qui est l'âge des passagers. Okay, donc, pour quasiment toutes les personnes dans la base, on a cette information. Alors, j'ai quand même fait une petite restriction juste auparavant. J'ai juste pris la sous-base pour laquelle on avait l'information sur l'âge. Je n'ai pas prévu encore de slides sur les données manquantes. Ce n'est pas tout à fait au programme, mais voilà, on verra s'il y a le temps. Mais pour le moment, les données manquantes, je vais m'en débarrasser parce qu'il faut quand même qu'on avance un petit peu dans le programme. Donc, on veut comprendre qui a survécu en fonction de son âge. Donc, l'idée classique, c'est de faire cette régression logistique sur l'âge. Okay, donc, l'âge vu comme une variable continue. Okay, donc, même si c'est des variables discrètes, il y a une notion d'ordre et on a suffisamment de valeurs possibles pour pouvoir supposer effectivement que l'âge est une donnée plus ou moins continue. Okay. Donc, quand on fait cette régression, on récupère la sortie suivante. Donc, on a nos estimateurs, donc le vecteur des bêta-chapeaux, donc qui va contenir la régression sur la constante et ce qu'on appelait classiquement la pente, okay, quand on régresse sur la variable explicative x. Donc, ici, on a une pente qui est négative. Okay, donc, ce qui veut dire que la probabilité de survie va décroître avec l'âge. Okay. Ensuite, j'ai, comme toujours, ma standard error et ensuite, j'ai mes tests de significativité des coefficients. Okay, donc, en l'occurrence, l'âge est significatif avec une p-value qui est plus petite que 4%. Donc, effectivement, l'âge semble être une variable importante dans la prévision, si on veut, de la survie des individus. Okay, donc, j'ai fait le graphique ici donc entre 0 et 85 ans ou 90 ans. Okay. Et donc, on voit effectivement cette décroissance. Donc, de mémoire, on était à peu près à 37 ou 38% de personnes qui ont survécu globalement. Okay, donc, si jamais je n'ai pas d'informations, on devrait plutôt être par ici. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de l'âge, effectivement, j'ai plus de chances de survie pour les personnes jeunes et moins de chances de survie pour les personnes plus âgées. Donc, on retrouve cette idée de coefficient qui est négatif, donc une décroissance. Okay. J'ai juste rajouté le graphique de droite parce qu'en fait, quand on regarde la courbe à gauche, on peut avoir l'impression qu'on a quelque chose de linéaire, mais encore une fois, c'est pas. Enfin, on estime quelque chose qui va être linéaire, qui est ce état, donc c'est la combinaison linéaire des variables explicatives, mais une fois qu'on a fait cette transformation linéaire, derrière, on opère une transformation non linéaire. Donc, ce qu'on dit, c'est que la probabilité, c'est cette exponentielle de la combinaison linéaire sur 1 plus l'exponentielle de la combinaison linéaire. Donc, on a cette transformation non linéaire fondamentale de la variable explicative. Et c'est ce qu'on observe à droite. Donc, si je regarde à droite, j'ai bien cette courbe-là qui est en fait cette exponentielle, donc en l'occurrence, moins 0,05, moins 0,01x. Okay, donc, j'ai bien un signe moins ici qui veut bien dire que ça va être une fonction qui va être décroissante, puis j'ai 1 plus l'exponentielle de la même combinaison linéaire des variables explicatives. Okay, donc, cette fonction, c'est avec le signe moins, ça devient tout d'un coup la fonction de survie, en gros, de la loi logistique. Okay, et nous, on s'intéresse à ce tout petit segment qui est juste entre 0 et 85 ans. Okay, donc, pour pouvoir observer des probabilités très, très grandes, il faut aller à moins 400. Pour avoir des probabilités très, très faibles, il faut aller à 600. Okay, nous, on se restreint à ce tout petit segment et localement, ça semble un petit peu linéaire. Okay, mais il faut juste se souvenir que derrière, ça reste une transformation qui est non linéaire. Okay, donc, on a cette régression, et encore une fois, l'estimation se fait, donc je renvoie au slide numéro 2, par l'algorithme de Fisher. Donc, je ne mets pas toute la sortie parce que mes slides sont assez petits. Je ne peux pas mettre toute la sortie, mais en gros, vous aurez marqué tout en bas que l'algorithme de Fisher a convergé en 4 ou 5 étapes. Donc, on a toujours cette convergence très rapide
vers les vraies valeurs vers l'optimum en tout cas de la log vraisemblance, vers le bêta chapeau. Okay. Puis au passage, on récupère encore une fois la SIN qui va nous donner l'information de Fisher qui correspond à la variance asymptotique. Okay. Donc encore une fois, je ne vais peut-être pas assez insister là-dessus, mais ces standards d'erreur qu'on obtient sont toujours asymptotiques. Donc ils ont du sens à partir du moment où j'ai beaucoup d'observations. Okay. Ici, on en a plus de 500, donc on va dire qu'il n'y a pas trop de soucis sur le fait que ça puisse effectivement correspondre à la standard d'erreur. Okay. De mémoire, j'avais dû faire des graphes de toute façon dans des slides précédents. OK. Donc maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe si jamais je fais une régression toujours sur ma variable continue, mais qu'en plus, je rajoute un facteur. Donc ça, on l'avait vu quand on faisait des régressions linéaires standards. Quand on fait ça, dans ces cas-là, on récupère deux prévisions qui vont correspondre à deux courbes qui vont être parallèles, okay, puisqu'il y a la même pente. La pente, ce sera le coefficient associé à la variable continue. Et je rajoute un β2 multiplié par cette indicatrice. Donc en gros, ça va me donner une translation sur la constante. Donc, il y aura la constante pour les personnes associées à la première modalité de ma variable indicatrice et la constante plus ce bêta chapeau 2 pour récupérer la constante associée au deuxième. D'accord. Donc, normalement, quand on fait une régression linéaire standard, on récupère deux droites qui sont parallèles. Et c'est à peu près ce qu'on obtient ici. Okay. Sauf que les droites, elles s'observent sur les états. Elles s'observent sur la combinaison linéaire des variables explicatives, puis c'est d'ailleurs les GLM, il y a toujours la notion de LM, donc on est toujours sur des modèles linéaires. Mais après, on va faire une transformation non linéaire dessus. Et c'est ce que je veux montrer avec le graphique de droite, qui est, j'ai ma courbe en haut rouge, qui est la courbe des femmes, et la courbe en bas en bleu, qui est la courbe des hommes. Et donc, les probabilités ne sont pas du tout parallèles. Okay. De toute façon, ça ne serait pas possible d'avoir deux droites qui sont dans 0,1, donc c'est par définition pas des droites, et elles ne peuvent pas être parallèles, okay, à moins d'avoir des fonctions un petit peu tordues, mais en tout cas, je ne convergerai pas dans ces cas-là vers 1 ou 0 à droite ou à gauche. Okay. Donc, on a forcément ces courbes un petit peu tordues qui sont plus ou moins proches. Okay. Donc, il y a des endroits pour lesquels je peux avoir des probabilités très proches, et dans l'autre cas où les probabilités sont beaucoup plus éloignées. Donc, ce qu'on verra, c'est qu'il y a une interprétation en termes de cotes. Okay. Donc, on va avoir des cotes qui sont en fait multipliées par un facteur, qui va être cette exponentielle de bêta chapeau 2. Mais sur les probabilités, on ne peut pas dire grand-chose. Okay. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les probabilités pour les hommes et pour les femmes. Okay. J'insiste parce qu'en fait, quand on regarde le graphe de gauche, on a l'impression que ça peut être le cas. On a l'impression qu'on a cette translation entre les deux. Mais encore une fois, c'est juste une propriété locale parce qu'on se place ici. On a l'impression sur le graphe de gauche que les courbes sont parallèles. Elles ne sont pas exactement parallèles quand on regarde à droite. D'accord. Donc, il faut juste faire un tout petit peu attention en termes d'interprétation. Mais je reviendrai plus longuement sur l'interprétation dans les modèles linéaires. En particulier, ce qui est important, et le problème, c'est qu'on ne le voit pas sur ce slide, c'est en fait une information qui est cachée juste ici, qui est qu'on travaille avec la fonction logistique. D'accord. Donc, je reviendrai aussi sur le fait que quand on fait une régression binomiale, on peut faire autre chose qu'une régression logistique. Et en fait, les interprétations vont se faire en fonction du type de fonction lien qu'on va avoir ici. Donc, la fonction lien, encore une fois, c'est ce qui va lier l'espérance de ma variable qui m'intéresse et les variables explicatives. Okay. En l'occurrence, ici, la fonction logistique, c'est cette exponentielle sur 1 plus l'exponentielle, et qui nous donne des propriétés uniquement sur les cotes. Donc, voilà, on va passer un petit peu rapidement là-dessus, mais voilà. Quand on fait une régression sur modèle linéaire plus une constante, c'est toujours la même chose. J'ai toujours ma pente, okay, qui correspond à peu près à la même que celle qu'on avait auparavant. Okay, j'avais moins 0,05 et je récupère encore moins 0,05, mais la seule chose, c'est qu'on a un petit décalage. Okay. Et le décalage, là encore, on peut l'interpréter. C'est que ce que ça nous dit, c'est que si jamais on a un homme, la constante doit être plus basse. D'accord. Donc, on va décaler un petit peu la courbe vers le bas, ce qui veut dire qu'on devrait avoir une probabilité plus faible de survie quand on est un homme. Donc, ce qu'on a l'impression, c'est que les personnes qui s'en sortent le plus, ce sont les femmes. Et en plus, ce qu'on observe, c'est que les personnes âgées s'en sortent généralement moins. D'accord. Dans ce naufrage. D'accord. Donc, on a cette double interprétation qu'on peut avoir. Je n'ai pas regardé en termes de... je ne suis pas allé beaucoup plus loin pour l'instant, en tout cas, sur cette partie-là. La question qui va se poser assez rapidement, c'est finalement, est-ce que le modèle linéaire, il est bon? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de traiter l'âge comme étant une variable que je vais mettre directement dans cette combinaison linéaire, ou est-ce qu'il ne faut pas la transformer? Donc ça va être les discussions qu'on va avoir dans un instant. Donc là, je reviens juste sur l'interprétation sur la cote que j'évoquais un petit peu oralement. Okay. C'est que quand je fais mes prévisions, je récupère cette fonction-là, donc cette fonction qui va me donner la probabilité de survie à un âge X pour un sexe qui sera S. Okay. Donc pour les hommes, dans ces cas-là, il faut rajouter ce bêta chapeau 2.
puisqu'on a une indicatrice d'avoir un homme, encore une fois, femme est la modalité de référence ici. Okay. Et je n'ai pas de relation simple entre la probabilité de survie des hommes et la probabilité de survie des femmes. La seule manière d'avoir une relation simple, c'est de revenir sur la cote. Donc la cote, c'est ce ratio entre la probabilité de survie sur la probabilité de ne pas survie. Et dans ces cas-là, on a cette relation très simple, qui est que la cote de survie des hommes, c'est la cote de survie des femmes multipliée par l'exponentielle du coefficient qui se trouve devant l'indicatrice. Okay. Donc en l'occurrence, ici, mon bêta chapeau 2 était négatif. Okay. Donc l'exponentielle de bêta chapeau 2 va être plus petit strictement que 1, okay, puisqu'encore une fois, j'avais même moins 2 et quelques. Donc ce qu'on voit, c'est que la cote des hommes est beaucoup plus faible que la cote des femmes. Voilà. Donc, derrière, la probabilité va être plus faible. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un coefficient multiplicatif sur la cote. Voilà. Je n'irai pas beaucoup plus loin sur l'interprétation, mais il faut se souvenir de ce genre de relation qu'on aura assez abondamment quand on fera des GLM, qui sont qu'on a des propriétés non pas directement sur les grandeurs qui nous intéressent, qui sont ici des probabilités, mais qui sont, en fait sont des espérances, okay, et les coefficients. Mais il faudra souvent passer par des transformations. Ok, donc je reviens sur la petite question que j'abordais juste avant, qui est est-ce que l'âge doit intervenir de manière linéaire? Donc là, on a envie de tenter des modèles non linéaires. D'accord. Donc ce que je vous propose ici, c'est de faire une régression polynomiale pour commencer. Donc la régression polynomiale, ça peut avoir du sens. Il s'avère que dans beaucoup d'applications, je pense en particulier en économie, on aime beaucoup introduire des effets à la 2, à la 3, quand on a des variables explicatives et qu'on sait qu'on a quelque chose de non linéaire. On se posera la question de savoir si jamais c'est pertinent ou pas de faire cette transformation ici cubique. Okay. Donc je prends un polynôme de degré 3. Je ne vais pas revenir là non plus sur ce qui se cache derrière cette fonction poly. Okay. On va récupérer une régression polynomiale de degré 3. La seule chose, c'est que la fonction poly passe par une base de polynômes orthogonaux qui est assez difficile à extraire. Donc, on va juste regarder, en gros, est-ce que le degré est significatif. Okay. Et en l'occurrence, ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai une p-value qui est à 0,5%. Okay. Donc, on est avec une p-value qui est relativement faible. Donc, on a envie de croire que la transformation cubique, elle a du sens. Okay. Cette valeur-là, elle n'est pas significative, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. C'est juste que j'ai un coefficient à l'ordre 3 qui est important, et donc j'ai besoin de mettre une régression à l'ordre 3. Okay. Donc la régression à l'ordre 3, elle semble être significative. Donc, le polynôme d'ordre 3 semble significatif. Donc on a peut-être intérêt à regarder un peu plus en détail ce qui se cache derrière cette transformation. Alors je suis passé par une régression polynomiale classique. Okay. Donc au lieu de faire ce poly, encore une fois, on ne sait pas trop ce que ça cache. J'avais fait un billet de blog pour essayer de vous montrer comment on récupère les informations, mais je trouve un petit peu tordu. On peut revenir dans la décomposition classique, dans la base classique des polynômes, qui est juste ma première composante, mon x1, mon x1 à la 2, mon x1 à la 3. D'accord. Donc on va écrire le polynôme dans cette base-là, et ce qu'on observe, c'est que les coefficients sont significatifs. Donc, quand je regarde ma p-value, en fait, j'ai exactement la même que celle qu'on avait auparavant. D'accord. Donc, cette décomposition dans cette base de polynômes orthogonaux, elle a vraiment plein de sens parce qu'elle permet en tout cas assez rapidement de voir si jamais j'ai besoin d'intégrer un effet non linéaire dans ma régression. Okay. Je pense qu'en termes d'interprétation, après, c'est peut-être un petit peu tordu, donc peut-être que ça vaut le coup de revenir sur cette décomposition, ou au moins, on sait écrire facilement le polygone, le polynôme, mais la fonction poly, en tout cas, a pas mal de sens pour voir si jamais un polynôme est nécessaire ou pas. D'accord. Donc c'est ça le test qui est fait ici. La significativité du coefficient bêta 3, c'est bien est-ce qu'un polynôme de degré 3 a du sens ou pas. Okay. Donc les modèles sont strictement équivalents. Là encore, les coefficients sont différents, mais les modèles sont rigoureusement équivalents parce qu'encore une fois, c'est juste un changement de base pour une écriture de fonction. Okay. Donc si jamais j'écris une fonction dans une autre base, c'est la même fonction fondamentalement. Okay. Donc là, c'est ce qui se passe dans ce polynôme d'ordre 3. Okay. Donc le polynôme d'ordre 3 a du sens. Alors on peut essayer de le regarder. Okay. Donc pour essayer de le regarder, comment on fait? On va juste faire une prévision. Donc on va se donner plusieurs valeurs pour l'âge et puis on va tracer ça sur un graphique. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, je me suis contenté d'extraire les coefficients et d'écrire le polynôme, tout simplement parce que je peux extraire les différents coefficients et je connais la forme du polynôme puisque je suis parti dans la base standard avec du x, x à la 2, x à la 3. Okay. Donc, on voit qu'on a fait effectivement un effet non linéaire puisque si je faisais une vision très, très, très simpliste de ce modèle, on est fortement décroissant jusqu'à 20 ans. Okay. Ensuite, on est relativement plat
hein, et ensuite, on va être décroissant sur la fin. Et là, pardon, j'ai oublié de préciser, je suis vraiment sur le polynôme fondamental. Okay, donc, je suis en train de travailler sur le x transposé bêta. Okay, donc, encore une fois, cette chose-là, après, je vais la transformer puisque je vais faire mon exponentiel divisé par 1 plus exponentiel. Donc, je suis avant d'être repassé aux probabilités. Donc, c'est normal qu'on ait des valeurs qui sont dans R, c'est fait pour ça. Donc, l'axe des Y, il a du sens ici. Je pourrais faire des régressions linéaires par morceau. Okay, donc, on pourrait là aussi utiliser des splines de degré 1, okay, en plaçant éventuellement des nœuds par ici. Donc, ça pourrait être une autre manière pour faire notre régression. Mais bon, un polynôme de degré 3, en l'occurrence, ça marche relativement bien. Puis je trouve qu'en termes d'interprétation, ça revient au même, puisqu'on a 3 coefficients. Si jamais je faisais des splines, ici, si jamais j'avais cette première composante, j'aurais 2 coefficients. J'en rajouterais un ici, j'en rajouterais un ici. Donc, juste pour rappel, je vais juste vous remettre la forme que ça devrait avoir. Mais si jamais je voulais faire des splines linéaires, j'aurais du bêta 0 plus du bêta 1x plus un bêta 2 qui devrait correspondre à du x moins, allez, on va aller jusqu'à 15 ans, 15, et je prends la partie positive. Okay, puis je rajoute un troisième coefficient qui serait peut-être à partir de, on va dire, 55 ans. Okay, et je prends là encore la partie positive. Donc, on a quelque chose qui finalement est du même ordre que la régression polynomiale. Voilà. Prenez ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'avoir quelque chose de lisse, c'est pas forcément plus mal. Donc, on peut garder notre régression polynomiale. Elle semble avoir du sens ici. Okay, donc, il semble nous dire qu'effectivement, l'âge n'intervient pas forcément de manière linéaire. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin. Okay, la régression polynomiale, c'est un des outils qu'on a dans notre trousse à outils de régression. On a vu aussi un petit peu les splines. Donc, les splines nous permettent de faire du lissage. Okay, donc, je viens de faire les splines linéaires, mais je peux introduire des splines quadratiques ou des splines cubiques. Donc, en l'occurrence, par défaut, c'est des splines cubiques qui sont utilisés ici. J'ai l'impression qu'il y a une faute de frappe ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur la partie positive, si jamais je veux commencer à la lisser, ben, je vais mettre un degré 2 si jamais je veux faire des splines quadratiques ou des degrés 3 si jamais je veux faire des splines cubiques. Okay, donc, la position des nœuds par défaut sous R, elle va être placée au quartile de notre échantillon. Donc, si jamais donc on voit la distribution de la population entre 0 et 80 ans. Okay, donc, ici, je vais peut-être mettre un premier nœud par ici. Parce que si jamais je veux mettre 2 nœuds, les 2 nœuds seront peut-être comme ça, de manière à avoir un tiers des observations ici, un tiers des observations là et un tiers des observations là. Donc, je vais mettre 2 nœuds de manière arbitraire et ensuite, je vais mettre un polynôme de degré 3 au début, jusqu'ici. Ensuite, je vais avoir une rupture pour avoir un autre polynôme. Alors, la rupture, on ne la verra pas, essentiellement parce qu'avec cette fonction, on va être à la fois continu sur la fonction, on va être continu sur sa dérivée, puis on va être continu sur la dérivée seconde. Donc, on va être quand même incroyablement lisse, et c'est pour ça qu'on ne voit rien. Et au moment où on arrive sur l'autre nœud, on a encore une rupture et on va avoir notre autre fonction cubique. Okay, donc, c'est ce qui va être fait par défaut quand on va faire des splines cubiques sous R. Donc, c'est cette fonction GLM. Okay, donc, la fonction GLM permet de faire… Pardon, c'est ce qui se fait dans la fonction GLM en mettant cette fonction BS, donc les splines spline B. Donc, ça nous permet de faire effectivement ce lissage. Juste en termes de visualisation, il y a, dans le package GAM, on a une fonction qui est assez pratique qui est la fonction plot.gam qui permet de faire une visualisation de la transformée en fait, qui se cache ici. Donc, je l'évoque ici parce que c'est pratique. GAM, c'est un petit peu à la limite de ce qu'on doit faire dans ce cours, mais ce n'est pas non plus très éloigné puisqu'en fait, on a vu les splines dans le cas des modèles linéaires. On va juste admettre qu'on peut faire des splines dans des modèles GLM. Et en fait, à partir du moment où on fait des splines dans les modèles GLM, on fait des gammes. Donc, les gammes, c'est juste des modèles additifs généralisés. Donc, je garde le fait que je vais être additif en chacune des composantes. Et c'est juste que chacune des composantes continues peut être transformée par une spline. Okay, donc, c'est exactement la même régression qu'on va faire ici. La seule chose, c'est que dans ce package, j'ai cette option de faire un plot. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc, quand je regarde mon plot, je vais juste effacer un petit peu tout ce que je viens de vous mettre ici, mais quand on regarde la fonction plot, donc je récupère non seulement la forme de la fonction, okay, qui en fait est très très proche de celle qu'on avait eue avec des polynômes. Okay, donc c'est un côté un petit peu rassurant de se dire bah, finalement ce polynôme, il est en fait très proche de cette régression spline, qui est encore une fois une régression non paramétrique lissée. Okay, donc, autre intérêt, c'est d'avoir cet intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, je l'ai récupéré ici. Okay, donc en lui demandant de me rajouter la standard d'erreur au-dessus, donc en dessus et au-dessous, donc il va faire
les moyennes de type gaussienne qu'on a classiquement. Donc, c'est la valeur prédite plus ou moins 2 fois l'écart type. Okay. Et on récupère ces bornes de confiance. Donc, les bornes de confiance me permettent d'avoir quand même un peu plus confiance dans mon lissage, essentiellement parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où j'ai très peu de données. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que je ne peux pas vraiment faire passer une droite à l'intérieur de cette bande de confiance. Donc, il semblerait que la transformation non linéaire s'impose ici. En tout cas, devrait largement améliorer les prévisions euh, qu'on aurait sur nos probabilités de survie. Okay. Donc, ce que ça nous dit très rapidement, c'est quoi? C'est juste, les enfants, ils ont beaucoup plus de chances de survivre que ce que nous donnerait notre régression linéaire standard. Et par contre, les personnes très âgées, j'entends parler les personnes de plus de 55 ans, ont beaucoup moins de chances d'avoir survécu que ce que prédirait le modèle linéaire. Okay, donc, c'est ça que nous raconte un petit peu cette régression, c'est qu'on a probablement besoin de transformer notre variable d'âge si jamais on veut améliorer la prévision. Voilà, donc après, ça revient un petit peu à tout ce qu'on racontait jusqu'à présent. Donc, dans le cas des modèles linéaires, okay, donc on est vraiment sur les mêmes types d'outils. Okay. On peut faire des splines, on peut faire des régressions polynomiales. On a toujours à peu près les mêmes interprétations avec ces petites nuances qu'on a quand on va rajouter une constante. Donc, on n'a pas des droites qui sont parallèles, mais sinon, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait d'habitude. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis on continuera la prochaine fois sur une dernière série de slides pour finir la régression logistique. Allez, à bientôt.